Pourquoi avoir écrit ce livre? D'abord, parce qu'il était nécessaire de faire une synthèse un peu de l'histoire de notre pays et de faire une synthèse à jour en tenant compte des nombreux travaux et publications produites par pas mal d'historiens, de spécialistes de littérature, d'archéologues, etc. J'avais moi-même en 91 fait un ouvrage sur l'histoire de la Côte d'Ivoire coloniale, et avant cela j'avais publié d'autres ouvrages, mais depuis le début des années 90, nous n'avions pas d'ouvrage qui prennent en compte tous les travaux scientifiques et qui ont été publiés sur notre pays depuis, je dirais, depuis 93-94. Donc il fallait mettre quelque chose à jour et le mettre à la disposition de tous ceux qui veulent connaître un peu la Côte d'Ivoire. Et la deuxième raison, c'est la volonté de partage du savoir et de vulgarisation du savoir, parce que les universitaires que nous sommes avons toujours tendance à n'écrire que pour nous. Et je suis de ceux qui pensent que la science n'a de validité sociale que si elle est partagée, si elle est mise à la disposition de la société, pour son avancement même, mais aussi pour jouer sa fonction idéologique et sociale. Cela est d'autant plus vrai pour notre pays que, et là c'est davantage la casquette du citoyen et de l'homme politique que je fus, du citoyen que je reste, mais de l'homme politique que je fus, c'est que je me suis aperçu que dans les malheurs qui nous frappent, beaucoup de choses viennent de l'ignorance que les Ivoiriens, que beaucoup d'Ivoiriens ont de leur propre histoire. Et on ne peut pas bâtir une nation, on ne peut pas imaginer son avenir si on ignore tout de son passé. Si on ignore d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Donc il était nécessaire de contribuer à cette remise un peu en question de nos certitudes. Et la troisième raison, c'est le pari que, avec un certain nombre de collègues africains, le pari que nous avons pris, y compris surtout avec mon ami et ancien condisciple Elike Mbokolo, le pari que nous avons pris de créer une collection d'ouvrages, d'histoires, conçus, réalisés, conduits par nous-mêmes, Africains, universitaires africains. Nous avons fait les mêmes études que d'autres. Nous avons fait les mêmes études ici ou en Afrique, peu importe. On a les mêmes qualifications, nous enseignons aux mêmes étudiants. Il n'y a pas de raison que nous nous fassions chaque fois chapeauter par un collègue sous prétexte qu'il est français ou américain ou autre. Donc, moi, je ne suis pas... moi, j'ai fait la rue d'Ulm, je ne vois pas pourquoi je me mettrais à genoux devant quelqu'un. S'il est spécialiste d'une affaire, bon, bah, il n'y a pas de problème, je m'enrichis à son côté, lui aussi doit s'enrichir. Mais cette fois-ci, nous avons pris le pari de réaliser nous-mêmes et avec notre regard d'Africains ce que fut le passé de notre continent. On peut se tromper, et certainement on se trompera, mais
il faut que nous assumions nos responsabilités en cette matière. Voilà les 3 raisons qui ont guidé la production de cet ouvrage. Est-ce que la richesse ou les richesses de ce pays sont à la base, ou en tout cas sont un des facteurs de la crise que nous connaissons? Sans hésitation, je vous dis oui. Nous sommes au temps de la mondialisation. Et nous sommes aussi au temps où les multinationales tiennent le monde. Nous sommes au temps où la compétition entre les États est sans pitié. Et où sont remises en cause les alliances, les accords et autres. Et bien entendu, chaque pays, chaque État doit pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Si vous n'arrivez pas à vous adapter, vous vous faites avoir. Quand en plus de ça, il y a un peu trop de miel sur votre pain, ça attire les mouches. Et les mouches ici, ce sont les multinationales. Ces multinationales qui ont des politiques d'expansion que ne contrôle pas leur propre pays. Ce n'est pas la France qui élabore la stratégie d'expansion de Bouygues ou de France Télécom ou de Bolloré. Les politiques que développent ces multinationales sont souvent, je dirais, accompagnées après coup par les gouvernements. Sans compter les relations diverses qui peuvent exister entre les dirigeants de tel pays avec les dirigeants de telle multinationale. Et notre pays est un pays riche. Très riche. Je ne dévoile pas un secret en vous disant qu'on s'aperçoit que c'est un des pays où les réserves pétrolières de l'Afrique de l'Ouest sont les plus importantes. Il ne se passe pas de mois en Côte d'Ivoire sans qu'on ne découvre un nouveau gisement. Et les premières estimations pense qu'on est à 4 milliards de barils. Sans compter le gaz qui est encore plus abondant. Autre chose, 1/3 du territoire ivoirien se trouve sur un énorme filon d'or. Autre chose encore, le fer de Bangolo dont on a parlé si longtemps, c'est l'un des gisements de fer à teneur très élevée. Le nickel de la région de Biancouma, Sipilou, etc., est un minerai dont la teneur est supérieure à ce que l'on trouve en Polynésie. Et surtout dont les réserves sont immenses. Je me souviens lorsque, à l'époque on était aux affaires, lorsque le gouvernement ivoirien avait sollicité nos partenaires français, alors c'est trop loin, c'était pas. Donc les Canadiens étaient intéressés, on leur a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, les Canadiens viennent nous voir pour nous dire on est toujours intéressés, mais on va faire une petite usine. On dit bon ben, laissez comme ça pour l'instant. Donc votre pays, notre pays, est un pays riche. C'est même un scandale, j'ai lu dans une revue américaine que c'était un scandale géologique exactement comme la RDC. Vous voyez ce que devient la RDC. Vous voyez ce qui se passe au Tchad. Bref,
là, c'est pas là où le cœur va que les pieds vont, c'est là où le porte-monnaie va que les pieds vont. Notre crise a un facteur aussi économique et financier. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans cette logique, dire que quelqu'un que je ne contrôle pas va être à la tête de ce pays. Si je ne te contrôle pas, je ne te laisse pas. À toi de faire en sorte que tu sois là par la voix de quelqu'un d'autre ou par la voix de ton peuple. Nous sommes entre nous, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour cela que je suis de ceux qui militent pour qu'il y ait des élections, que les Ivoiriens eux-mêmes disent, nous on veut celui-là. Si c'est Ouattara, on va. Si c'est Bédié, on va. Si c'est Gbagbo, on va. Mais il faut que les Ivoiriens eux-mêmes disent. Comme ça, ceux qui de l'extérieur manipulent les choses sauront que celui qui est là, il a la majorité avec lui. Nous avons notre part de responsabilité dans cette crise. Première responsabilité, notre méconnaissance de l'État. On ne connaît pas l'État. L'État est confondu avec les dirigeants. Or, l'État, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Avec des institutions qui fonctionnent. Deuxième responsabilité, notre manque de rigueur et notre culture de l'impunité. Quelqu'un va faire un accident de voiture à Abidjan ou à Séguéla, ou il est sous-directeur quelque part. Les policiers, normalement, viennent. Monsieur, vous avez pas bon. La loi dit qu'on doit vous garder quelques jours. Le temps que le policier l'amène au poste de police, on a appelé déjà le commissaire. Mais c'est l'enfant de un tel, c'est le fils du frère de l'oncle de ma tante qui est à Koumassi. Donc, culture de l'impunité qui a commencé sous le grand Houphouët-Boigny. Mais que nous aussi, on a tellement amplifié que bon, c'est plus d'où viennent les affaires. Bref, il y a la culture de l'impunité. Il y a aussi que, surtout à partir de 90, la confusion que nous avons faite, ou les confusions sur le contenu de la démocratie. La démocratie, c'est pas la guerre. C'est pas la haine. Moi, je dis, je veux qu'on arrange cette salle comme ceci. Toi, tu dis comme cela. Mais on discute. Or, les choix de parti sont devenus, disons, ont été fondés sur quasiment la haine. On a diabolisé l'autre uniquement parce qu'il n'est pas de mon parti. C'est pour ça que j'ai souvent des difficultés dans mon parti, le PDCI. Parce que, bon, on doit se parler. Mais tu n'es pas pour autant mon ennemi. Moi, j'ai des frères et des sœurs. Moi, je ne sais pas si Patricia, dans quel parti elle est, mais je sais qu'on a d'autres frères et sœurs qui sont du FPI, d'autres, un autre qui est du RDR, d'autres qui sont du PDC. Mais on reste des frères et des sœurs. Si quelqu'un touche à Patricia, il m'a touché. Or, dans notre approche de la démocratie, surtout depuis 90, nous avons totalement perdu de vue ce qui fait le ciment, ce qui crée la nation. Je lisais l'autre jour que Ehud Olmer, le nouveau premier ministre israélien, c'est le patron de ce nouveau parti, du Kadima. Mais sa femme est de gauche. Son fils est de l'extrême gauche. Ça n'empêche qu'on mange ensemble, qu'on s'aime. C'est cela. Autre chose,
nous avons souvent confondu, et là ce sont surtout les cadres que nous sommes, nous avons souvent confondu les caisses de l'État avec nos comptes personnels. Nous avons été les agents de la corruption de la société. Le grand frère doit se souvenir, quand j'ai lancé en Côte d'Ivoire ce combat contre la tricherie et autres à l'école, qui m'a combattu? Un, ce sont les profs et les maîtres. Deux, les parents d'élèves. Et ils n'ont pas compris qu'il s'agissait non pas de moraliser, non, de donner à chacun le sens du bien commun et surtout du respect de l'État. Et il y a eu le problème de l'excellence. Bref, il y a donc un certain nombre de choses comme ça. Maintenant, il y a surtout les ambitions. Je crois l'un des futurs candidats au présidentiel a dit, c'est un fauteuil, c'est pas un banc. Je ne sais plus si c'est Gbagbo qui a dit ça. Mon frère, il a le sens de la formule. Bon, les ambitions, toutes les ambitions politiques sont légitimes. Mais elles ne sont légitimes que par rapport au bien commun. Et ça, nous ne l'avons pas compris, quels que soient nos partis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant cette situation. Enfin, ça a été, je dirais, la goutte d'eau. Il y a eu le coup d'État de décembre 99 et tout l'engrenage. Mais le coup d'État de décembre 99, il s'explique par quelque chose aussi. Avec des collègues, on a sorti un ouvrage Côte d'Ivoire, l'année terrible, où j'ai fait le chapitre sur le discours politique en Côte d'Ivoire au cours des années 90, où je montre quelle est la part de responsabilité de chacun des leaders dans la dramatisation de la situation. Et j'indiquais qu'à cette époque, déjà en 2000, j'indiquais que nous allons dans le mur. Ça n'a pas loupé, hélas. Donc, notre part de responsabilité est grande. Et parce que nous sommes un État souverain, je dirais que notre part de responsabilité est de 50, ou au moins 50%, sinon 60%. Et nous nous sommes laissés manipuler par des intérêts qui sont externes. Il faut arrêter ça.